Oui, bon après-midi. C'est vraiment impressionnant de se retrouver dans une salle aussi formidable que celle-là, très impressionnant. Et nous allons donc aborder cet après-midi un sujet dont on parle souvent, et pas toujours avec des éclairages qui mélangent du concret et un peu de théorie. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire pour cerner ce sujet qui, à lui tout seul, comme ceux qu'on a vus déjà ce matin, mériterait sûrement d'y passer encore plus de temps. Mais au fond, pour en parler, les différentes tables rondes de notre colloque, elles illustrent parfaitement l'ambivalence du numérique, pour reprendre l'expression du rapport très novateur de 2014 du Conseil d'État, qui à l'époque s'intéressait plus particulièrement aux droits fondamentaux. Ce matin, nous avons essentiellement débattu de réponses possibles à des risques identifiés. Comme la donnée est l'ingrédient de base du numérique, les débats autour du numérique renvoient souvent à des questions autour des données et de leurs usages. Pour l'économiste aussi, les données sont ambivalentes, ou plus exactement, l'économie pointe à la fois de formidables opportunités, des blocages qu'il faut lever et des risques dont il convient de tenir compte. On l'a un peu vu déjà ce matin, les données ont une multiplicité d'usages et rendent possible le développement de nouveaux produits et services ou de nouveaux outils d'analyse, l'optimisation des process de fabrication, l'amélioration ou la prolongation de la durée de vie des plus anciens, la personnalisation des services, on en a beaucoup parlé, la réduction des coûts, autant d'usages, et je n'ai retenu que les grandes catégories les plus fréquemment citées, qui en font une formidable opportunité permettant de stimuler la croissance par l'efficience et l'innovation, ou de participer au progrès des sciences et des technologies. Toutes les activités devraient en profiter, à condition d'y avoir accès et de savoir comment les utiliser. Dans des économies de marché, comme la nôtre, en principe, le marché sert à ça. Or, ce n'est pas vraiment le cas, et les échanges marchands identifiés et effectués par ce qu'on appelle les courtiers en données, les data brokers, concernent une partie extrêmement limitée des données utilisables, essentiellement des données personnelles. La donnée n'est pas un bien économique comme un autre, et le marché est souvent défaillant pour en optimiser l'usage. On ne peut pas compter sur lui pour assurer une collecte suffisante des données, une diffusion efficace associée à un partage de la valeur équitable, tout en empêchant une collecte excessive qui ne respecterait pas la vie privée. Pas plus qu'on ne peut compter sur lui pour prévenir les problèmes de verrouillage de l'accès aux données ou les problèmes de cybersécurité consécutifs à des insuffisances dans la sécurité du stockage des données, mais je reviendrai un tout petit peu plus en détail là-dessus dans quelques instants. De fait, ce sont les défaillances du marché des données qui justifient l'intervention publique, notre présence ici d'une certaine façon, et la mise en place de nouvelles formes d'organisation et de gouvernance des données. C'est pourquoi nous allons essayer d'appréhender le commerce et les échanges de données aujourd'hui, mais aussi les verrous économiques et juridiques et les solutions pour avancer. Avant de donner la parole aux 4 intervenants qui vont présenter des facettes différentes du sujet, je voudrais revenir très rapidement sur quelques éléments de l'économie des données qui nous donnent, je crois, une grille d'analyse des problèmes à résoudre. J'ai commencé à le dire, la donnée a une propriété caractéristique, c'est ce qu'on appelle un bien non rival en économie, c'est-à-dire d'une certaine façon qu'elle ne s'use pas quand on s'en sert. On peut l'utiliser plusieurs fois dans différents contextes sans qu'elle perde de son utilité, on pourrait dire de sa valeur. Il peut y avoir des gains collectifs importants à ce que les données soient utilisées à grande échelle, éventuellement pour des usages différents. C'est la raison fondamentale des politiques publiques dites d'open data, pour disséminer et valoriser les données publiques, dans la mesure où les données et leur traitement sont potentiellement une source d'efficacité. Ne pas y avoir accès crée une barrière qu'il convient d'éliminer, d'où l'ouverture et l'accès aux données publiques. Le vice-président Bruno Lasserre en a parlé déjà ce matin. Quand les données ne sont pas publiques, on ne peut pas dire simplement à tous les acteurs « donnez accès à vos données », car produire et mettre en forme des données, les sécuriser est coûteux. Il faut donc qu'il y ait des incitations à investir dans les différentes dimensions de ce qu'on appelle parfois le big data, la collecte, la mise en forme, la capacité de traitement, les sujets de sécurité, etc.
Mais par crainte d'un usage par d'autres qui aurait des conséquences destructrices pour eux, les entreprises peuvent choisir de stocker les données qu'elles possèdent. Elles ne savent pas toujours comment fabriquer les cadres juridiques où elles pourraient les partager avec d'autres, qui auraient aussi des données ou des compétences complémentaires, ce qui conduit à une sous-utilisation, à une utilisation inefficace des données non rivales. Par ailleurs, certaines données sont monopolisées par des acteurs, on a eu l'occasion aussi d'en parler ce matin, qui tirent des données qu'ils ont acquises auprès des utilisateurs des gains substantiels. Et Facebook nous a bien expliqué ce matin pourquoi il n'avait absolument aucun intérêt à les donner. Ils ne souhaitent pas les partager et, par certaines pratiques, verrouillent et opacifient les marchés. D'où la nécessité de trouver un ou des cadres qui incitent à investir pour produire et préparer les données. Et qui favorisent la transparence. Au regard de ces principes, il y a au moins 2 sujets dont il faut tenir compte, qui sont les éventuels problèmes de concurrence et ceux relatifs à la vie privée. Les problèmes de concurrence d'abord, comme rien n'est simple en économie, il faut toutefois garder à l'esprit que la transparence présente certains risques au regard de la concurrence. Pour faire simple, le problème est le suivant. Comment faire pour que la transparence permette aux consommateurs de mieux acheter et pas aux entreprises de mieux s'entendre? Une étude de la Commission en 2017 nous donnait des chiffres assez impressionnants du nombre de détaillants qui non seulement suivaient les tarifs sur Internet de leurs concurrents, mais qui en plus avaient recours, Éric Brousseau nous en parlait ce matin, au logiciel d'ajustement automatique pour ajuster leur propre prix. Il en résulte une vraie crainte autour des risques d'entente tacite ou pas tacite d'ailleurs, et les algorithmes ne peuvent qu'amplifier cette crainte, on a eu l'occasion d'en parler. Bref, la transparence des tarifs peut donc aussi être un problème pour les consommateurs. La question d'une éventuelle régulation des algorithmes fait déjà couler non seulement beaucoup d'encre, mais pas mal de salive aussi. Deuxième problème sur lequel je souhaitais attirer votre attention, là aussi on en a parlé, mais un peu avec un regard économique, l'opacité des marchés qui permet les atteintes à la vie privée. Un marché de données ne disposant pas de contrôle suffisant pour les utilisateurs et où les collecteurs de données font ce qu'ils veulent des données qu'ils collectent, risque d'aboutir à une collecte excessive des données personnelles et un respect insuffisant de la vie privée. C'est d'ailleurs cette opacité que critique la seule étude qui, à ma connaissance, analyse précisément les pratiques, étude institutionnelle j'entends, qui analyse les pratiques des courtiers en données personnelles. Je parlais d'une étude de 2014 de la FTC, le régulateur de la consommation et de la concurrence aux États-Unis. L'étude s'appelait déjà « Appel à la transparence et à l'accountability ». Les courtiers en données sont en fait les seuls acteurs de ce qu'on pourrait appeler le marché des données, et les informations et chiffres disponibles les concernant sont extrêmement limités. C'est aussi pour lutter contre cette opacité, ces excès, que le RGPD a été mis en place. Mais il y a une autre dimension, on en parlait d'ailleurs à déjeuner il y a un instant, du problème qui est le stockage des données qui sont dans des systèmes interconnectés, et très souvent les efforts financiers en matière de cybersécurité sont insuffisants. En tout état de cause, à la question de savoir si les collecteurs et les processeurs de données privées sont suffisamment incités à investir, et en particulier si les problèmes de réputation sont suffisants pour que ces investissements suivent le train qu'ils devraient avoir, la réponse académique est plutôt non. Et donc il faudrait mieux avoir des mesures politiques complémentaires pour garantir une protection adéquate des données sensibles. J'ai essayé de résumer rapidement quelques enjeux vus sous l'angle économique. Les interventions qui vont suivre vont nous permettre d'avoir des coups de projecteur différents et très complémentaires sur les sujets rencontrés, et autant que faire se peut sur ce qu'il faudrait faire pour y répondre. On s'est interrogé entre nous pour savoir dans quel ordre il fallait procéder, et pour essayer d'alterner la théorie et la pratique, je donnerai donc d'abord la parole à Dominique Jam, directeur général des services de la CRE, qui va nous décrire et analyser les questions posées par la création des nouvelles données dans le monde de l'électricité, les risques et les enjeux qui sont derrière leur valorisation. Jean-Yves Ollier interviendra ensuite pour nous présenter les différents éléments du cadre réglementaire actuel, les projets et les questions essentielles que posent les décisions juridiques récentes. Donc on est revenu un peu
à la théorie, et puis 2 coups de projecteur différents. François Lemery, vice-président des affaires réglementaires de Criteo, nous présentera rapidement, évidemment, le monde de la publicité numérique dans lequel opère Criteo et fera des propositions pour sortir des difficultés auxquelles le secteur, les consommateurs et l'entreprise sont confrontés. Et pour finir, Laurent Lafay, cofondateur et directeur général de Dawex, va nous montrer comment on peut créer les conditions de valorisation des données industrielles, mais aussi parfois les difficultés et les problèmes à résoudre. Je vous propose qu'on procède comme cela, de façon complémentaire, pour garder toutes les questions à la fin, et j'espère qu'on aura suffisamment de temps. Donc, Dominique Jam. Merci Joël pour l'introduction. Honoré d'être là, dans cet endroit magnifique, et pour ce colloque magnifique aussi, passionnant. Donc, comme Joël l'a dit, moi je suis un praticien. Donc je suis là pour vous donner essentiellement des exemples, des illustrations sur le cas d'un secteur d'activité bien particulier, celui de l'énergie, plus précisément de l'électricité et du gaz. Donc pour commencer, quelques éléments généraux, si ça avance, quelques éléments généraux sur le secteur, parce que pour moi ce sont des évidences, mais vous n'êtes pas tous des praticiens du secteur. Donc quelques éléments très généraux là-dessus et rapides. Donc ce secteur il est organisé de façon un peu particulière. Les réseaux, transport, de distribution, RTE, Enedis, etc., sont des monopoles naturels. Et donc ils sont régulés, c'est d'ailleurs une des tâches principales du régulateur que je représente ici, la Commission de régulation de l'énergie. Par contre, en amont, la production, en aval, le commerce et la vente sont concurrentiels. Alors ça, ce sont les textes, c'est les directives de 1996 et 2000, deux principes de base: liberté de choix du consommateur pour son fournisseur, liberté d'installation du producteur d'énergie et du fournisseur d'énergie. Donc, quand on dit que la production et la commercialisation sont concurrentielles, ça reste malgré tout, en tout cas en France, régulé. Vous savez bien, la production, le nucléaire, avec EDF qui est le seul producteur, le renouvelable qui est aidé parce qu'aujourd'hui il n'est pas encore concurrentiel et donc il est soutenu par l'État. Et en aval, c'est un peu pareil, la commercialisation, il existe encore des tarifs réglementés de vente, j'y reviendrai, et on sait que les consommateurs d'électricité et de gaz sont particulièrement protégés par rapport à d'autres secteurs. Et puis n'oublions pas aussi, il y a le marché de gros, et donc le marché de gros, c'est lui qui fixe les prix de l'électricité et du gaz de façon transparente. Les producteurs vendent sur le marché de gros, pour faire simple. Les fournisseurs achètent sur le marché de gros et ensuite vendent aux consommateurs. Et donc ce marché de gros-là, il est très important dans le dispositif. Donc c'est encore des éléments généraux. Très rapidement sur le poids du secteur, quelques éléments chiffrés. Les opérateurs régulés, simplement les réseaux qui sont au milieu. Le chiffre d'affaires annuel actuellement, c'est 24 milliards d'euros. Les bases d'actifs, les investissements 100 milliards d'euros. Les investissements 8 milliards d'euros, 1% du PIB. Et c'est en gros 40% de factures hors taxes. Donc quand on prend le secteur dans son ensemble avec la production et la vente, on est plutôt à plus de 2% du PIB. Facture annuelle d'un consommateur électricité-gaz moyen, pas si vous avez une grande maison, de l'ordre de 1 000 euros lorsqu'on additionne électricité plus gaz. Et c'est bien sûr une moyenne très générale. Ça, c'est pour donner quelques éléments de contexte. Alors, bien évidemment, mais là, ce n'est pas particulier non plus à l'énergie, omniprésence des données, la numérisation de l'économie est là partout. Juste 2 points là-dessus. Évidemment, des capteurs connectés sur les réseaux, sur les systèmes, de plus en plus partout, qui génèrent des masses de données, mais qui surtout aident les opérateurs à détecter, par exemple, des anomalies beaucoup plus vite et plus tôt, à téléopérer quand il y a besoin, à agir plus vite. Et donc, on optimise de cette façon. Mais comme ailleurs dans l'économie, je dirais, les coûts de réseau et la qualité d'alimentation. C'est important aussi, il y a moins de pannes sur les réseaux grâce à l'ensemble de ces capteurs. Mais pour venir un peu au sujet sur lesquels je vais m'attarder, pas longtemps, Joël, j'ai prévu d'intervenir une dizaine de minutes, pas plus. Donc les compteurs communicants, les données de comptage, ça c'est vraiment une révolution qui est récente, puisque les programmes ne sont pas encore terminés, les déploiements ne sont pas encore terminés, donc ça concerne le marché de masse. Linky, vous avez sûrement entendu parler, compteur communicant en électricité. 35 millions à poser d'ici fin 2021. On est à 28, pas encore terminé, mais ça y est, la masse est quand même faite. Gaspard, c'est 1 an plus tard, fin 2022, plus de la moitié, 6 millions installés sur 11 millions de compteurs gaz prévus. Et donc, ce qui change, c'est que ces données, d'abord, ils sont relevés tous les jours.
les compteurs sont relevés tous les jours, alors que vous savez bien que votre compteur était relevé auparavant 2 fois par an seulement et avec une présence physique. Et puis ils peuvent aller en plus beaucoup plus dans le détail, ils peuvent aller jusqu'à des courbes de charge de 10 minutes. Ce qui est vraiment pertinent, c'est plutôt 30 minutes ou même 1 heure, c'est déjà pertinent, mais ils peuvent aller tout ça. Donc tout ça fait des montagnes de données, évidemment, dans les systèmes qui n'existaient tout simplement pas auparavant. Ne pas oublier que c'est la même chose pour les entreprises. Là, c'est déjà déployé, ils ont toujours un peu d'avance, mais il y a aussi la partie entreprise qui génère également des données très importantes. Et un point qu'il faut vraiment comprendre, et là je vais passer un peu maintenant à l'électricité plus qu'au gaz, c'est que ces données, en fait, ont une grande valeur économique. Elles n'existaient pas précédemment. Elles ont une grande valeur économique. Le prix de l'électricité dépend très fortement de l'heure de la journée et dépend évidemment aussi du jour dans l'année. Je regardais aujourd'hui sur les prix de l'électricité, ça varie entre 35 € à 3 h du matin, 60 € à 9 h du matin. Et ensuite, ça fait, chaque heure, il y a un prix différent. Donc 35-60, et c'est une période très calme, mi-saison. C'est ni la canicule avec la clim, ni la pointe de froid en hiver. Donc lorsqu'on est en saison beaucoup plus difficile, on a des prix à plusieurs centaines d'euros. Donc connaître les données de consommation heure par heure, ça peut permettre logiquement d'y associer une vraie valeur économique, alors qu'auparavant tout était moyenné, il n'y avait aucun signal. Alors, une fois que j'ai dit ça, je vais juste maintenant présenter 3 cas concrets qui se sont posés ou se posent dans le secteur de l'électricité et du gaz, puisqu'on est bien sur quelque chose de pratique et d'essayer de poser des questions et des problématiques. Donc, j'ai parlé des tarifs réglementés de vente. Précédemment, tout le monde était au tarif réglementé de vente. Petit à petit, les gens sortent, puisque l'ouverture à la concurrence, ces tarifs réglementés continuent à exister, cohabitent avec des offres de marché concurrentielles. Et les clients ont le choix, en tout cas pour ceux pour lesquels ce choix continue à exister, ont le choix d'y rester ou d'aller sur le marché. Donc la question qui s'est posée, c'est quel statut pour ces fichiers clients, dont ont hérité finalement EDF et Engie au début de l'ouverture du marché. Quel est le statut de ces fichiers énormes, puisque en 2007, il y était plus de 30 millions de clients pour Engie, pour EDF, plus de 10 millions pour le gaz pour Engie. Alors c'était des fichiers classiques, identité des clients, historique de consommation, options tarifaires, etc. Donc quel statut? Donc réponse donnée. Interdiction d'utiliser ces fichiers pour proposer des offres concurrentielles, des offres de marché à ces mêmes clients dans l'autre énergie ou même dans sa propre énergie. C'est-à-dire que EDF, par exemple, doit veiller à avoir des dispositifs commerciaux différents. Si quelqu'un appelle pour une question sur le TRV, le conseiller ne peut pas lui dire « et je vous propose une offre de marché en même temps ». Les choses doivent être séparées. Deuxième point, obligation de communiquer les données clients aux fournisseurs concurrents lors des étapes de disparition des TRV, puisque progressivement les tarifs réglementés de vente ont disparu pour les entreprises, les grandes, les moyennes. Ils vont disparaître pour le gaz en 2023. Et donc dans ces cas-là, évidemment, il y a une question de remettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et donc un exemple, c'est la fin des tarifs réglementés de gaz en 2023. Donc il va y avoir donc une obligation pour, alors en l'occurrence c'est Engie, de communiquer à ses concurrents les fichiers clients des 3,5 millions de clients qui restent au tarif réglementé de vente de gaz. Alors jusqu'à 9 mois avant, le client pourra décliner, enfin devra dire qu'il est d'accord. Par contre, 9 mois avant, d'office, l'ensemble du fichier client qui reste au TRV sera transmis aux fournisseurs qui en font la demande. Et donc, un des points de réglage qu'on a eu à voir avec la CRE et les pouvoirs publics, c'est pas de téléphone portable dans les fichiers. C'est-à-dire que c'est l'intérêt des consommateurs concernés peut-être de recevoir des offres, sûrement pas de se faire harceler sur leur téléphone portable par 10 ou 50 ou 20 ou 30 fournisseurs. Donc l'équilibre qui a été trouvé est celui-là. J'avance. Deuxième exemple que je voulais donner, donc les comparateurs d'offres. Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà dans beaucoup de secteurs d'activité, les hôtels, le tourisme, les assurances. Donc un fort développement sur le secteur de l'électricité et du gaz depuis 2-3 ans. De notre point de vue, ils animent le marché. Ils font connaître à beaucoup de clients qui, pour l'instant, ne savent même pas finalement qu'ils pourraient choisir une offre de fourniture différente que le tarif réglementé. Ils aident les clients et donc simplement le client, pour avoir sa comparaison, il faut qu'il renseigne, c'est comme beaucoup d'endroits évidemment sur Internet, ses données, sa consommation, ses habitudes, type d'habitation, etc., sa coordonnée. Et donc le business model de ces opérateurs, c'est qu'ils se font rémunérer par le fournisseur, soit au clic, soit au contrat signé, avec une rémunération par client.
Et donc là-dessus, c'est une question à ce stade que nous, on ne voit pas. Donc on regarde ça, on surveille ça pour s'assurer quand même que la transparence minimale sur ce genre d'application existe. Par contre, ce qu'ils font des données collectées, quelle valorisation, pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas si mes intervenants suivants pourront donner quelques éléments là-dessus. Dernier point que je voulais mentionner, donc un point vraiment important, les données fines de consommation, ce qu'on appelle les courbes de charge. Votre consommation par point, mettons horaire, dans la durée. Donc ces données sont protégées. Ce sont des informations commercialement sensibles quand c'est une entreprise. Évidemment, elles appartiennent au consommateur, en tout cas c'est le concept. Et ce sont des données personnelles pour les consommateurs résidentiels avec toute l'armada juridique qui s'y rattache, le RGPD, etc., etc. Bon, typiquement, quand vous déménagez, vous ne pouvez pas connaître la consommation de l'occupant précédent. Ou en tout cas, il faut faire toute une démarche, c'est très encadré, toute une réglementation très complexe qui est mise en œuvre, parce que la donnée concernée lui appartient, il ne peut pas être donnée à tout le monde. Donc ces données, elles ont de la valeur pour le système électrique, pour le consommateur. Ça, c'est important, donc j'avance là-dessus. Donc la courbe de charge, quelle valeur pour le système? Donc, les fournisseurs aujourd'hui, vous êtes un fournisseur aujourd'hui, vous ne connaissez pas la consommation de vos consommateurs dans votre portefeuille heure par heure. Vous n'avez que des moyennes, on appelle ça des profils. Et donc, on n'avait pas le choix, il n'y avait pas les données correspondantes. Donc, vous êtes un fournisseur, finalement, vous n'avez aucune incitation à ce que vos clients réduisent leur consommation, par exemple, en pointe de froid. Même si une heure donnée d'électricité vaut 1 000 €, si votre client qui est intelligent, lui, il baisse sa consommation, vous serez facturé sur la base de sa moyenne du profil, comme tous les consommateurs du même profil. Donc ce système-là n'a pas d'efficacité, et donc il faut absolument, en théorie, si on veut avancer, il faut passer vers un système de règlement des écarts, où les fournisseurs sont facturés sur la base de la véritable courbe de charge de consommation des clients en portefeuille. Donc ça, c'est vraiment un enjeu complexe. Les systèmes d'information permettent de le faire aujourd'hui, les possibilités sont énormes. Donc voilà, donc ça, ce qui a été décidé, c'est pour les entreprises, les 500 000 plus grosses au-dessus de 36 kVA. Donc c'est quand même des entreprises moyennes et grandes, il y a 500 000. Ça va être fait, l'ensemble du système va fonctionner à partir de fin 2020, fin 2022, en 2 étapes, sur la base de ces courbes de charge. Peut-on faire pareil pour l'ensemble du système et donc les consommateurs résidentiels et petits professionnels? Donc ça, c'est la question suivante. Alors aujourd'hui, quelle est la situation? Aujourd'hui, vous pouvez, mais vous devez faire un geste volontaire. Vous pouvez accéder à votre courbe de charge, à votre historique, à tout ce qui va bien, en allant sur le système d'Enedis. Sur 28 millions de compteurs posés, 4,5 millions l'ont fait. C'est pas mal, ça reste 15%, ça reste quelque part assez peu. Par défaut, et ça c'est important, Enedis ne stocke pas ces données. Donc ça, c'est un avis CNIL de 2015. Pour que ce soit stocké dans le système d'Enedis, il faut un opt-in du consommateur. Le consommateur doit donner son accord explicite. Pourtant, Enedis est un opérateur régulé, un monopole, qui a un revenu régulé, qui ne peut pas les vendre, mais c'est la chose. Et donc là où c'est peut-être un inconvénient, c'est quand même que si vraiment vous vous réveillez en tant que client, vous dites « allez, je vais regarder, je vais m'en occuper, etc. » Vous vous réveillez, vous n'avez pas l'historique. Or, pour pouvoir vraiment avoir une offre de service, qu'un fournisseur vous fasse une bonne offre ou un prestataire de service, il faut avoir 12 mois d'historique. Sinon, personne ne sait ce que vous consommez, où sont les moments où vous gaspillez l'électricité, par exemple. Donc, du coup, on est dans une situation qui n'est pas parfaite, mais c'est celle que je viens de décrire. Voilà. Donc, si je résume les enjeux sur cette question de la courbe de charge, ah oui, j'ai oublié de dire évidemment qu'on était dans un contexte, il y a quelques années, où Linky était très controversé. La question de la confidentialité des données, de la vie privée sur Linky était extrêmement politique et médiatique. Et donc, quelque part, tout le monde se contentait de la situation actuelle où c'était vraiment verrouillé. Voilà, peut-être qu'à l'avenir, quand les compteurs seront posés, il y a quand même une question à se poser sur l'optimisation du système. Et donc, les enjeux, et c'est ma dernière planche de synthèse là-dessus, il y a des enjeux de transition énergétique. On va vers un système électrique, moins de charbon, moins de gaz, moins de nucléaire, plus de NR non pilotable, éolien, solaire, de plus en plus, dans toute l'Europe et en France aussi. Donc on a besoin de flexibilité, on pilote moins, et la demande est toujours là. Donc on a besoin d'adaptation, de flexibilité, d'intelligence. On va avoir des pointes de prix plus élevés, des prix négatifs pour certaines heures, des prix très bas pour certaines heures. Et donc la flexibilité des consommateurs, le fait qu'ils puissent réagir à ces signaux,
est vraiment un enjeu important pour permettre une transition énergétique au moindre coût et finalement qui sera acceptable par les consommateurs. Donc les batteries de véhicules électriques, la réponse aux signaux de prix, les effacements de consommation par moment, tout ça, ça ne peut fonctionner que si on utilise effectivement les courbes de charge dans le système électrique. C'est aussi l'intérêt du consommateur. Donc s'il accède à son historique détaillé, il peut le communiquer aux tiers de son choix, il peut bénéficier d'offres adaptées à son besoin, faire des économies, un meilleur prix, mais aussi simplement maîtriser sa consommation et consommer mieux. À côté de ça, vous avez les enjeux vie privée, protection des données individuelles. Enfin, à côté de ça, c'est plutôt une dialectique. Hein. Donc jusqu'à un certain point, les courbes de charge, toutes les demi-heures, toutes les heures, ça renseigne sur la vie privée des personnes. Était-il présent, n'était-il pas présent? On ne sait pas si vous prenez une douche ou vous faites marcher un lave-vaisselle, ça on ne connaît qu'à la consommation. Et donc ça justifie jusqu'à présent la position, on va dire, prudente qui a été adoptée. Mais cette dialectique quand même entre les intérêts généraux, l'intérêt du consommateur, l'intérêt général sur la transition énergétique, la question de la vie privée me semble importante et devra se reposer, notamment maintenant qu'on arrive finalement à des compteurs, un système de comptage qui est posé. 5 milliards d'investissements collectifs, c'est quand même beaucoup. Ce serait utile de pouvoir l'utiliser à son plein potentiel. Voilà, c'était les exemples que je voulais donner sur l'énergie. Merci beaucoup, Jean-Yves, en essayant ce coup-ci vraiment de respecter les 10 minutes. Merci. Joël, donc je voudrais vous parler des règles communes aux échanges de données d'une façon un peu transversale. Un marché a besoin d'un cadre juridique pour définir l'objet de l'échange et le champ des transactions dans des espaces et des secteurs déterminés, et d'autre part pour s'organiser, pour assurer la sécurité de ces échanges et un fonctionnement transparent. Et je voudrais vous en parler sous l'angle du passage des principes à la pratique. Werner Steng a parlé tout à l'heure de 2 piliers de la politique numérique de la nouvelle commission, le livre vert sur l'intelligence artificielle et le Digital Service Act. Le troisième, c'est la stratégie européenne pour les données, qui a été présentée en même temps et qui a pour objet de faire en sorte qu'en 2030, la part de l'Union européenne dans l'économie des données soit à hauteur de son poids économique général. Et la vision pour y proposer, elle repose sur des investissements, le développement de compétences, mais aussi sur un cadre réglementaire à la fois transversal, mais aussi propre à certains espaces sectoriels d'échange de données. Dominique vient de nous parler de celui de l'énergie. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi et à quel point le cadre de cet espace européen des données reste encore en construction, alors que les principes de protection et de circulation des données ont été posés depuis plus d'une vingtaine d'années. Une part des difficultés de ce chantier de construction d'un espace ou d'un marché des données et que les échanges de données ne se laissent pas facilement appréhender par la notion de marché, qu'on appréhende comme le lieu de l'échange, un segment de l'activité ou encore comme l'accord passé entre 2 personnes impliquant un contrat. Donc on voit qu'il est rétif à certains des éléments de ces définitions. Donc je vous propose d'examiner quelques-uns des enjeux liés aux différentes briques qui permettent donc de définir un marché sous l'angle de l'articulation entre les principes et les réalités de l'échange. Alors, tout d'abord, s'agissant des règles sur l'objet de l'échange et sur le champ des transactions possibles, donc les données elles-mêmes ne sont pas des biens susceptibles d'appropriation exclusive, puisqu'elles sont non seulement non rivales, mais aussi parce que s'y attachent des droits fondamentaux. Mais en revanche, les droits des producteurs de bases de données sont protégés au titre d'un régime spécifique de propriété intellectuelle lorsqu'ils ont investi. Et le réexamen de ce cadre est au programme de la Commission dans le cadre d'une loi sur les données pour à la fois encourager l'investissement et le partage des données. Deuxième question structurante, quel est le champ des transactions possibles? Beaucoup de données sont placées en tout ou partie hors du marché par la loi. Les données personnelles et les données du secteur public pour des raisons diamétralement opposées. Je ne reviens pas sur ce qui fait l'indisponibilité des données personnelles sans le consentement de leur utilisateur. Ça a été évoqué ce matin à propos du RGPD. Mais la question des termes du contrat entre les plateformes et les utilisateurs, qui comporte une forme d'échange entre des données personnelles et la gratuité du service,
pose aussi plus largement des questions de protection du consommateur, qui s'étend aujourd'hui très clairement aux services fournis sans contrepartie financière. Et au-delà de ça, un des objectifs de la Commission, c'est de rendre aux consommateurs leur autonomie dans leurs échanges avec les plateformes. Ça passe par la portabilité de leurs données, qui vise les données, qui concerne aussi bien les données personnelles que non personnelles, qu'on promène avec soi, au sein et vers l'extérieur des écosystèmes dans lesquels les consommateurs les accumulent, pour prévenir des pratiques de verrouillage. Alors le RGPD pose un cadre, un principe de portabilité externe des données personnelles, ce qui ne traite qu'une partie du problème. La portabilité est aussi en partie liée à l'interopérabilité des systèmes, ce qui est un sujet difficile à appréhender par le droit, qui est pris entre la précision de principes inutiles ou le micromanagement des standards sur ce genre de sujet. Mais d'une façon générale, en la matière, les utilisateurs pâtissent encore de l'absence d'outils et de normes techniques pour rendre l'exercice de leurs droits simple et effectif. Alors, à l'autre bout du spectre, on a les données des administrations publiques et des entreprises investies de missions de service public, qui sont un bien public. C'est le droit national qui décide si elles sont communicables, et en France, ce droit englobe les entreprises publiques. Et le droit communautaire dit que lorsqu'elles sont communicables, elles doivent être librement réutilisables. C'est l'objet des directives dites PSI, qui posent un principe de gratuité et d'interopérabilité du format de la première mise à disposition de ces données. Et donc, entre ces deux ensembles de données, il existe un ensemble plus difficile à appréhender, celui des données à caractère non personnel qui ne relèvent pas du secteur public, mais cet espace est fortement appelé à se développer avec l'Internet des objets. L'échange ne suit pas aux mêmes exigences que dans les deux autres espaces, mais les barrières peuvent venir parfois des entreprises elles-mêmes. Parler plus rapidement des modalités, de l'organisation des marchés sous deux aspects qui appellent un cadre réglementaire. Tout d'abord, le fait que par rapport à la définition classique d'un marché, les transactions s'organisent le plus souvent sur un mode hiérarchique au sein d'écosystèmes intégrés que dans le cadre d'un marché. Les plateformes collectent les données dont elles ont besoin, mais n'ont pas intérêt à les partager et peuvent commercialiser auprès de tiers des services liés à ces données sans leur donner accès aux données elles-mêmes. Ça a été évoqué dans le modèle de Facebook ce matin. Des règles doivent venir encadrer ces marchés de données internes pour promouvoir la concurrence dans le marché. C'est l'objet du règlement P2B dont M. Steng a parlé ce matin, qui comprend aussi un volet sur des exigences de transparence des conditions d'utilisation des plateformes à l'égard des entreprises qui l'utilisent, notamment pour que les entreprises, les vendeurs, aient accès aux données concernant leurs propres clients, ce qui n'est pas toujours le cas dans la mesure où la plateforme fait écran. D'autre part, promouvoir la concurrence pour le marché, c'est-à-dire des plateformes entre elles ou avec leurs concurrents vendeurs, en facilitant ce qu'on appelle le multi-homing, c'est-à-dire le fait d'utiliser plusieurs plateformes pour accéder aux mêmes services, et le transfert de l'une à l'autre. Un point rapide sur un enjeu d'organisation verticale des marchés qui est de plus en plus prégnant. Pour l'encadrement de certains maillons clés de la chaîne de valeur, c'est celui de l'informatique en nuage ou du cloud computing. La Commission prévoit de dresser un recueil du cadre réglementaire général applicable, y compris des outils d'autorégulation, et de fixer de nouvelles règles, en particulier sur certaines conditions contractuelles clés, comme l'exigence de réversibilité, le fait de pouvoir changer de solution, sans perdre ses données. J'en viens à un dernier point sur la définition des marchés, qui est la délimitation des espaces géographiques et sectoriels de l'échange. Donc, les différents règlements posent un principe de libre circulation dans l'espace européen. La libre circulation, notamment des données personnelles, est en réalité un principe de libre flux dans les limites permises par la protection des données personnelles. Donc le règlement sur les données non personnelles pose donc également ce principe, mais en se concentrant sur des obligations assez limitées à l'égard des opérateurs privés qui tiennent à éviter la restriction de ce qu'on appelle du portage des données par les fournisseurs de stockage et de traitement. C'est encore une question d'interopérabilité qu'on cherche à encourager par des codes de bonne conduite. Donc,
donc la question, enfin donc les flux physiques de données ne correspondent pas nécessairement à ceux des transactions. Je ne vais pas m'étendre sur la question de l'ubiquité de ces flux qui soulèvent des questions de définition de la loi applicable, des personnes responsables, etc. Un des enjeux clés qui a été évoqué ce matin par le vice-président, c'est la question des flux vers les pays tiers, qui doit se faire dans le respect d'un niveau de protection adéquat. Il a évoqué le séisme causé par la décision de la Cour de justice de juillet, Schrems II, sur le Privacy Shield avec les États-Unis, et mentionné le fait que le Brexit posait des questions analogues. Effectivement, le Royaume-Uni représentait près de 20% de la valeur de l'économie des données dans l'UE à 28. Le RGPD s'y applique jusqu'à la fin de l'année, dans le cadre d'une période transitoire, et sauf prolongation de cette période transitoire pour un maximum de 2 ans, même si le Royaume-Uni adopte dans son droit interne des dispositions identiques au RGPD, il sera un pays tiers vers lequel la circulation des données sera subordonnée à une décision d'adéquation ou à la mise en place des outils prévus par le RGPD. Et dans l'attente de cette décision et en l'absence de prolongation de la période transitoire, on se trouvera vis-à-vis du Royaume-Uni dans la même situation que vis-à-vis des États-Unis. Sur les espaces sectoriels, donc Dominique Jam nous a présenté la façon dont un marché pouvait s'organiser verticalement avec toutes ces règles propres dans le domaine des données d'électricité. Il y a aussi le cas des données de mobilité que le législateur a choisi d'ouvrir en confiant cette ouverture à l'autorité de régulation des transports. Je voudrais pour finir mettre l'accent sur un dernier enjeu qui est celui ouvert par la directive PSI, donc sur les informations du secteur public de 2019, qui est celui du chantier des ensembles de données de forte valeur, qui fait écho à des démarches menées en Australie et au Canada. Ce sont les données des opérateurs publics dont la réutilisation est associée à d'importantes externalités positives pour la société, l'environnement, l'économie. C'est par exemple la cartographie, les observations satellites, la météo, les statistiques. Et il est prévu que des actes d'exécution de la Commission désignent ces jeux de données et les modalités de leur mise à disposition dans des formats interopérables et le cas échéant en temps réel ou proche du réel par des API, en principe gratuitement ou au coût marginal. Ces différents exemples illustrent quelques-uns des enjeux du passage, des principes généraux, qui sont probablement une des forces de l'Union européenne si on pense à la façon dont le RGPD pèse comme modèle de structuration internationale, mais dont on voit que la construction d'espaces de données porteurs de croissance passe par une opérationnalisation complexe de ces règles dans des domaines aussi délicats que la portabilité et l'interopérabilité. Merci beaucoup. Nous allons donc continuer. François Lemery. Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier Madame de Boisdeffre, Monsieur Brousseau et vous-même, Joël Toledano, d'avoir invité Criteo sur ce panel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu notre perspective sur les données et la publicité en ligne. Alors je suis allé un petit peu vite en appuyant sur le bouton. Voilà. Donc là, vous voyez le local Criteo. Hop. Voilà. Alors avant de commencer, je vais vous présenter en 2 mots Criteo très rapidement parce que ce n'est pas nécessairement une société que tout le monde connaît. Nous sommes effectivement un grand acteur mondial de la publicité en ligne, mais Criteo, c'est avant tout une entreprise française qui a son siège en France, qui fait sa R&D en France. On a à peu près 2700 chez Criteo. Il y a à peu près 700 ingénieurs et chercheurs qui passent leur temps à améliorer l'algorithme de recommandation publicitaire Criteo. Et à côté de Criteo, nous avons ouvert il y a 2 ans un laboratoire de recherche en intelligence artificielle qui actuellement héberge 80 ingénieurs et chercheurs et a des partenariats avec PSL, avec l'INRIA. Et on en est très heureux. Donc Criteo, aujourd'hui, c'est le 2e laboratoire privé de recherche en Europe en intelligence artificielle, donc on ne le sait pas nécessairement. Et donc tout ça pour vous dire Criteo, la donnée, l'intelligence artificielle, c'est l'ADN de Criteo. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est pour ça que je suis là.
Donc Joël m'avait demandé de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, la publicité à la performance et à la publicité ciblée, telle que Criteo le fait. Quelles données il y a dans la publicité, mythe et réalité. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui, Criteo, je vais passer sur les chiffres, est capable de chaque mois de toucher à peu près presque 2 milliards d'utilisateurs connectés d'Internet dans le monde. Donc voilà, nous sommes présents dans 100 pays. Et pour faire ça, pour leur proposer des publicités, il faut évidemment de la donnée. Ça, vous l'avez compris, c'est l'objet de notre échange. Et on va utiliser 3 types de données. On va rechercher à avoir 3 types de données. La première, c'est les données sur les utilisateurs. Donc ça, on va les obtenir à travers un petit identifiant qu'on va mettre sur votre ordinateur. Ça s'appelle un cookie. Ou sur votre device, quel qu'il soit, un téléphone mobile, on appellera ça un identifiant publicitaire. Voilà, ça c'est le premier type de données qu'on va utiliser. Avec lui, on va pouvoir suivre votre navigation. Deuxième type de données qu'on va recueillir, ce sont les données sur les produits. Et pour ça, on a tout un tas de partenariats en place avec nos annonceurs, qui sont bien souvent des retailers, tels que Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute et plein d'autres. Ils sont 20 000 dans le monde, donc à peu près tous les retailers dans le monde et e-tailers. Et donc là, avec eux, on va indexer, je dirais, le catalogue de produits que vous pouvez trouver quand vous promenez sur leur site. Troisième type de données qu'on va collecter sont les données sur les publicités. Donc quand on vous propose une publicité, on va regarder si vous cliquez dessus ou pas, donc laquelle fonctionne pas. Et à partir de là, on va garder cette donnée et on va la remettre dans notre base de données et notre algorithme de façon à le rendre plus intelligent et tirer parti des publicités qui ont fonctionné ou pas fonctionné, de façon à proposer aux utilisateurs suivants des publicités plus pertinentes. Alors, comment ça se passe en pratique? Donc, je dirais le cheminement va être le suivant. Vous allez vous promener sur le site de Cdiscount, par exemple, et vous voyez une petite paire de chaussures rouges qui vous intéresse. Donc, quand vous allez arriver sur le site de Cdiscount, avec votre accord, évidemment, donc Criteo fonctionne sur le modèle du consentement, ça je tiens à le préciser, va placer un petit cookie pour Criteo, va nous permettre de mettre ce cookie sur votre ordinateur, et à partir de là, on va suivre votre navigation. Et on va voir que cette petite paire de chaussures rouges vous a bien intéressé, vous l'avez mis dans votre panier, mais finalement il était 12h30 et c'était la pause et vous êtes parti, vous n'avez pas complété votre acte d'achat. Et il est 15h, là, donc vous sortez de table, vous revenez au bureau et vous allez consulter Le Monde. Et là, Le Monde va frapper à la porte de Criteo, va dire... Alors, il y a 2 cas de figure. Soit nous avons une relation directe avec Le Monde et dans ce cas-là, ils vont nous vendre des impressions et donc ils vont nous dire Criteo, il y a, alors non pas Joël Toledano, mais il y a Cookie 1, 2, 3, 4, puisque nous ne savons pas qui vous êtes, qui s'apprête à se connecter à la page d'accueil du Monde. Et donc, est-ce que ça vous intéresse de mettre une publicité, d'offrir une publicité à cette personne? Alors, si on a acheté la page, la question ne se pose pas. Maintenant, le modèle publicitaire, de plus en plus, devient un modèle aux enchères, c'est-à-dire que Le Monde va vendre aux enchères en temps réel à tous les acteurs tels que Criteo et nos principaux concurrents cet espace, et chacun va faire un bid, va faire une enchère, et c'est celui qui est le mieux disant qui récupère la possibilité d'afficher une publicité. Et ensuite, on va vous proposer cette petite paire de chaussures rouges, et là, coup de chance, vous cliquez sur la paire de chaussures rouges et vous complétez votre acte d'achat sur Cdiscount, et seulement à ce moment-là, Criteo sera payé par l'annonceur. Voilà, c'est ce qu'on appelle le modèle de la publicité à la performance. C'est Criteo qui l'a inventé pour ce qu'on appelle le display, donc la publicité bannière sur les écrans d'ordinateur il y a une dizaine d'années, et c'est depuis devenu la norme sur le marché, puisque tout le monde fonctionne de la même manière, avec des variantes. Voilà. Par contre, nous, on a payé au Monde l'espace publicitaire sur lequel, parce que vous cliquiez ou pas sur la publicité, nous, on paye Le Monde à chaque fois. Donc pour Le Monde, je dirais, c'est une source de revenus non négligeable, et pour nous, on a tout intérêt à ce que vous cliquiez sur la publicité, sinon on perd de l'argent. Et on n'a pas vocation à faire ça, ce qui fait que on ne vous montrera pas la petite paire de chaussures rouges pendant 15 jours, 50 fois. Si vous ne cliquez pas dessus, on va passer à autre chose. Et si vous ne cliquez jamais sur des publicités qu'on vous propose, on va vous oublier parce que vous ne rapportez rien. Voilà. Malheureusement, les gens ne le savent pas toujours parce qu'il y a plein d'acteurs sur le marché et tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Et c'est pour ça que j'en suis arrivé à faire cette petite slide que j'avais présentée à la Commission européenne il y a quelques temps. Parce qu'il y a 1 an et demi, la première fois que je suis allé présenter le modèle de Criteo, on dit « Cambridge Analytica, c'est lamentable, c'est affreux, vous êtes très intrusif ». Je ne répondrai pas directement à cette question. Tout ce que je peux vous dire, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne Criteo, on ne fonctionne pas comme ça. Nous, on ne collecte pas des données permettant d'identifier directement une personne. C'est-à-dire, c'est pour ça, j'insistais bien tout à l'heure,
Donc on ne va pas collecter votre nom, votre prénom, votre adresse, on ne s'intéresse pas à votre activité sur les réseaux sociaux et sur vos emails. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre votre navigation, de pouvoir en inférer des intentions d'achat, c'est ça qui est important pour nous, et ensuite de vous présenter le bon produit au bon moment, au bon endroit. Voilà. Et ça, c'est le modèle de Criteo. Donc en fait, le message ici que je veux vous dire, ce n'est pas la quantité de données, alors, de toute façon elle est toujours énorme, mais la quantité, la diversité des données qu'un acteur a sur l'utilisateur qui est important, c'est la pertinence des données et la capacité qu'il a à en tirer, à en inférer des intentions d'achat, d'en tirer de l'intelligence par ses algorithmes. C'est ce que disait Marie-Laure Denis ce matin quand elle disait qu'effectivement la donnée est de faible valeur en elle-même, c'est ce qu'on en fait après, c'est la manière dont on l'utilise. Voilà. Alors, on en vient au sujet de ce panel, puisque Joël Toléné m'a demandé, mais alors, est-ce qu'il y a un marché de la donnée dans le secteur de la publicité en ligne? J'insiste, parce que c'est notre secteur. Ben, je dirais pas vraiment à ce jour, parce que, alors, c'est vrai que nos clients annonceurs partagent leur catalogue avec nous, effectivement, quand on fait cette indexation, mais on ne partage pas des utilisateurs, on ne partage pas des profils, il n'y a pas de marché ouvert de la donnée où voilà, on ferait de l'achat-revente et on achèterait. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Chaque acteur collecte les données dont il a besoin et la valeur qu'il crée tient du traitement qu'il en fait, de sa capacité à en inférer des intentions d'achat. Donc en fait, on n'a pas besoin, vous voyez, de collecter. On collecte très peu de données sur l'utilisateur pour faire de la publicité et ça nous suffit. Et dans 90% des cas, quand nos clients font des études comparatives de performance de notre solution publicitaire par rapport à celle d'acteurs bien connus du marché, on gagne. Tant mieux, sinon on serait mort aujourd'hui. Voilà, vu la situation de concurrence. Alors quel est le problème? Le problème, justement, ce n'est pas le marché. C'est la concentration des données dans les mains d'une poignée d'acteurs qui sont très dominants et qui ont un modèle beaucoup plus intrusif et ça crée des distorsions de concurrence. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette slide, bien que les marchés numériques comme celui de la publicité en ligne, ils évoluent, ils restent extrêmement concentrés. Donc si vous regardez la partie gauche de la slide, vous voyez en gros qu'il y a deux acteurs, les deux premiers acteurs qui représentent, alors j'ai oublié les dollars, ça représente à peu près 70% du marché mondial de la publicité en ligne. Et les trois autres derrière, vous voyez, Alibaba, Amazon, sont effectivement en train de devenir très conséquents. Ce qui est intéressant aussi de présenter, c'est que si je vous ai montré Séduit il y a 4 ou 5 ans, probablement Criteo serait dans le top 5. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de s'effondrer, ça veut dire que ce que vous voyez là, c'est qu'il y a des gros acteurs qui ne sont pas des pure players de la publicité, mais qui, comme ils sont gros, je dirais, ont la capacité à se développer très très vite. Et en 2018, sur les 17% de croissance du marché de la publicité, 90% de la croissance, 94% a été capté par Google et Facebook. Voilà. Alors après, je parle de mon secteur, on pourrait dupliquer sur d'autres secteurs du commerce en ligne, mais c'est... Voilà. Donc ce que je veux vous dire là, c'est que l'étendue des données que quelques grandes plateformes collectent sur les utilisateurs leur permet de développer en permanence de nouveaux services et de s'étendre sur de nouveaux marchés numériques, ce qui pose des enjeux sociétaux importants, et ils sont au nombre de 2, je les mentionnerai rapidement. Le maintien d'un Internet ouvert, peu cher et accessible à tous, donc ça c'est important. Donc en gros, l'Internet ouvert, c'est l'Internet en dehors des grands écosystèmes, donc la diversité de ce que vous pouvez trouver et chercher sur Internet. Et d'autre part, le financement de la pluralité des médias, puisque la publicité en ligne représente plus de 50% des revenus de la presse. Par ailleurs, en matière de publicité en ligne, c'est aussi, je vais casser un autre mythe, parce qu'on s'est dit, oui, mais publicité ciblée versus publicité contextuelle. Il y a une étude qui a été faite par Google l'année dernière qui montre que la suppression des cookies, donc la suppression de la capacité de faire de la publicité à performance, entraînerait une baisse de revenus pour les éditeurs de presse de 52 à 75%. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Alors, est-ce qu'un Internet payant serait la solution? Dans ce cas-là, vous voyez toutes les discussions réglementaires à Bruxelles sur les cookie walls et tout ça. Est-ce que... pas vraiment, parce qu'en fait, là encore, des études montrent que si on était dans un Internet gratuit, le coût de l'Internet gratuit serait d'à peu près 380 € par an par utilisateur. En famille de 4 personnes, 1 500 €. Alors que le seuil psychologique, là encore, d'autres études montrent que quelqu'un est prêt à payer pour avoir du contenu Internet et de l'ordre de 200 € par an. Pensez-y, quand vous avez payé votre souscription Netflix et Spotify, voilà, vous avez déjà mangé le budget. Alors la crise a dégradé la situation, c'est tous les acteurs de la publicité en ligne.
Et d'ailleurs, notre commissaire Thierry Breton et Vera Jourova s'en sont inquiétés à la fin de la crise Covid, mentionnant le fait qu'effectivement, la presse avait une perte de revenus de l'ordre de 80%. En France, c'est pareil. Notre ministre de la Culture ancien et Cédric O, notre secrétaire d'État au numérique, ont mandaté 2 experts reconnus, Anne Perrault et Mathias Emmerich, afin d'étudier le marché de la publicité et le financement des médias pour essayer de trouver des solutions. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est une intervention des pouvoirs publics à ce stade est nécessaire, car la concentration est telle sur les marchés qu'ils ne sont plus en mesure de se corriger eux-mêmes. Et je voudrais donc vous proposer quelques pistes de réflexion, pour finir mon propos rapidement. Je vois Joël là. Alors, nous pensons d'abord que toute intervention réglementaire en matière de protection des données, parce que c'est le sujet quand même qui est le plus important, devrait se fonder au préalable sur une analyse des effets sur la concurrence. Et je vais prendre un exemple, c'est le RGPD. Le RGPD, c'est un superbe outil qui est sans doute un modèle pour le monde entier, mais néanmoins, il a eu un effet néfaste, c'est qu'il a été, je ne dirais pas dévoyé, mais utilisé par certains grands acteurs dominants pour renforcer leur dominance au profit de l'Internet ouvert et des plus petits acteurs. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail pour des raisons de temps, mais je vous invite à regarder les articles du professeur Girardin. Il y en a un qui est très bien sur le sujet, qui résume tout. Autre sujet, alors là, par contre, je vous en parlais, parce que c'est un sujet d'actualité, le projet de règlement e-privacy, qui est en discussion à Bruxelles. Alors, ça couvre plein de choses, ce projet de règlement, hein, puisqu'il est là pour implémenter le RGPD. Il a effectivement réformé la directive e-privacy, mais je dirais, je vais me focuser juste sur le point qui m'intéresse, c'est le fameux article 10 donc de la proposition de la Commission qui permettrait aux navigateurs de filtrer le consentement aux cookies. Cet article a disparu lors de la discussion au sein du Conseil au cours des 4 dernières années. D'ailleurs, 4 dernières années, c'est un texte qui a été écrit à une époque où le monde était très différent. Au cours des 4 dernières années, les phénomènes que je vous ai décrits dans la slide précédente se sont développés très vite. Et dans 5 ans, le monde sera différent et la guerre sera terminée. Ça, c'est par rapport, il suffit de regarder les dynamiques. Ce texte, effectivement, dans la position du Parlement européen, contient cet article 10, qui a été enlevé par le Conseil. Or, il semblerait qu'une nouvelle proposition de l'Allemagne, qui sortirait en fin de semaine prochaine, remettrait peut-être pas sur la table cet article 10, mais remettrait en cause certaines des avancées qui ont été faites dans la discussion de ce texte, ce qui est regrettable, notamment la prohibition des cookie walls, qui a été un petit peu neutralisée parce qu'elle est indispensable pour la presse. Si la presse ne peut pas se rémunérer par la pub, vous comprenez que le modèle payant ne fonctionne pas, dans ce cas-là, la presse va beaucoup souffrir. Et c'est un euphémisme. Et ça, il faut voir ça en parallèle avec ce qui est aujourd'hui la vision de la Commission, de la nouvelle Commission von der Leyen, et le projet de règlement DSA, qui est en préparation, qui lui, justement, cherche à mieux réguler les plateformes structurantes qui jouent ce rôle de gatekeeper, justement. Et donc là, on a un peu une antinomie. D'un côté, on va laisser le navigateur prendre le contrôle des cookies. D'un autre côté, on a le DSA qui essaie de faire l'inverse. Donc, je vous invite à être très attentif à cette discussion et j'avance très vite. Après, donc le DSA, j'en ai parlé. 2 choses, allez, je vais mentionner brièvement. Interdire le self-referencing, ça fait partie des différentes mesures ex ante considérées par le projet DSA. Je pense que M. Ollier est mieux placé que moi pour le voir. C'est quelque chose sur lequel notre ministre Cédric O s'est prononcé la semaine dernière. Vous avez vu la communication conjointe qu'il a fait avec son homologue néerlandais. Donc voilà. Deuxièmement, l'ouverture aux plateformes. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important pour nous, tout simplement parce que certaines plateformes, je peux vous en citer, si vous voulez faire de la publicité sur YouTube, il faut passer par Google. Si vous voulez faire de la publicité sur le search, passez par Google d'ailleurs. Le DOJ aux États-Unis va se pencher sur ce sujet. Et comme vous le savez, Criteo s'est vu fermer l'accès à la plateforme Facebook il y a quelque temps. Et ça, c'est un sujet sur lequel on est aussi. Voilà. Donc, je vais arriver tout de suite à ma conclusion. Comme ça, je suis dans les temps. C'est vrai ? Bon, alors, voilà. Donc, en gros, 2 messages. La technologie n'est pas neutre. La réglementation peut et doit se structurer dans le monde virtuel comme le monde réel. Voilà. Et toute réglementation en matière de vie privée doit à tout prix prendre en compte la dimension concurrence. Merci et désolé. Merci beaucoup. Non. Monsieur Lafay, vous avez la parole et nous pourrons débattre. Je crois que jusqu'à présent, il doit y avoir maintenant pas mal de questions. En tout cas, moi, j'en ai. Monsieur Lafay, vous avez la parole. Merci Joël Toledano. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis donc un chef d'entreprise. Je vais m'exprimer aussi bien en tant que professionnel
de la data. Ça fait une 12aine d'années que je suis dans les questions de valorisation de données et au contact des entreprises. Et puis, je représente aussi une société dont le métier est de fournir une technologie pour faciliter les échanges de données et puis surtout les sécuriser, aussi bien d'un point de vue technique que juridique. Donc en quelques mots pour introduire la question que vous avez posée autour de quel modèle de valorisation, il faut déjà se rappeler pourquoi les entreprises s'intéressent à quelle valeur on peut tirer de la donnée. Dans les 10-15 dernières années, c'est passé plusieurs phénomènes. D'abord, l'émergence d'un mot qu'on a cité tout à l'heure, qui est le big data. Donc, la question de valoriser des données que les entreprises elles-mêmes collectaient pour leurs propres usages et qui ont recherché justement une efficience aussi bien sur leurs activités que sur la conquête de nouveaux marchés. Donc, un usage interne qui a fait qu'elles se sont transformées, qu'elles ont recruté de nouvelles compétences. Et puis ensuite est arrivé un deuxième effet qui est l'open data, alors qui n'a pas touché toutes les entreprises, en tout cas qui a concerné surtout les entreprises qui travaillaient avec les acteurs publics. Et ces entreprises-là l'ont vu d'abord comme une contrainte, et puis se sont mis à ouvrir quelques jeux de données, et ça ne représentait pas toute la masse d'informations que détiennent les entreprises et qui depuis ont été très bien dénommé par le commissaire européen Thierry Breton en tant que données industrielles, des données d'activité, que ce soit de la logistique, que ce soit du manufacturing, que ce soit de l'activité de distribution. Bref, toutes ces données qui ne sont pas du tout liées à des données personnelles ou alors qui sont anonymisées pour des questions de gouvernance même en interne des entreprises qui ne souhaitent pas échanger des données personnelles. Ensuite, deux phénomènes plus récents après le big data et l'open data. D'abord, c'est l'arrivée de la réglementation générale sur la protection des données personnelles. Donc, même si les entreprises veulent protéger les données de leurs clients, elles se sont dit, bon, il faut se mettre en conformité. Et ces sujets-là sont arrivés auprès des directions générales qui ont pris la décision, évidemment, comme tout sujet de conformité, d'investir, concrètement de dépenser des moyens et pas seulement en 2018 d'ailleurs lors de son application, mais tout au cours de ces années depuis. Et puis un dernier phénomène sont les cybermenaces, donc les sujets de cybersécurité qui aussi ramènent la question de la data auprès des dirigeants des entreprises ou des organisations publiques comme un enjeu dans lequel il faut investir face aux menaces, face aux risques. Et donc à chaque fois, ces questions-là, en tout cas les deux derniers sujets, sont arrivés sous l'angle du coût. La donnée, finalement, ça coûte. On le savait avec les systèmes d'information, les entreprises ont investi dans leurs systèmes d'information depuis très longtemps. Mais désormais, la data qui est identifiée comme un actif, cet actif a un coût, sauf que qu'est-ce qu'il peut me rapporter en tant que dirigeant d'entreprise? Qu'est-ce que je peux en tirer comme valeur? Et sont arrivées des réflexions d'entreprises qui ne sont pas des spécialistes de la donnée en se disant mais pourquoi nous aussi on n'aurait pas le droit aussi de tirer une valeur économique de ces données-là. Prenons des cas très concrets, par exemple, alors les cas les plus basiques sont ceux notamment de la grande distribution, c'est-à-dire qui auparavant fournissaient des informations de stock, de points de vente pour faire des panels, finalement la distribuer gratuitement. Et c'était leurs fournisseurs, les grandes marques, qui pouvaient comprendre l'évolution des besoins, des attentes des consommateurs, d'une région, bref, comprendre ces phénomènes-là. Et aujourd'hui, les distributeurs se disent, mais finalement, nous, on pourrait commercer ces données en définissant très précisément celles qu'on est prêt à échanger et celles qu'on ne veut surtout pas échanger, et des conditions en utilisant tout le droit, et notamment la propriété intellectuelle, pour céder un droit d'utilisation sur ces données, limité dans le temps, dans les usages, etc. Donc ça, c'est un premier exemple. Là, on voit bien que pour des entreprises qui ont des faibles marges tirées des revenus de leur data dont elles ont déjà payé les outils de collecte, de production et de stockage, c'est finalement de la marge. Donc pour ces entreprises qui sont en recherche de dixièmes de points de marge, ça devient très important et ça peut être très significatif par rapport à leur marge réduite. Autre exemple pris dans l'industrie pour sortir vraiment du cadre des sujets traditionnels quand on parle de data, où on parle beaucoup de consommateurs. Prenons un industriel qui fabrique des batteries électriques, des batteries de véhicules électriques. Lui va être intéressé de comprendre les usages sur ces batteries. On sait que les batteries électriques pour un véhicule, une fois qu'elle a atteint 70%
de sa capacité, elle n'est plus utilisable pour un véhicule. Par contre, et face aux enjeux de recyclage et donc enjeux environnementaux, elle peut avoir d'autres usages dans son habitation, etc. Donc pour le fabricant, cette fois-ci, fabricant de matériel qui est souvent très 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 loin de l'usage, dans lequel il y a une série d'intermédiaires, et si on prend l'exemple des batteries électriques, on voit bien la somme d'intermédiaires qu'on peut avoir. Pour lui, il y a un enjeu, c'est de comprendre les usages, et puis pour comprendre à la fois comment il peut améliorer son produit. Et donc lui, il a tout intérêt à la fois à autoriser l'accès à sa donnée, et à discuter, négocier, même s'il n'y a pas de valeur marchande directe sur la transaction de données, donc sur l'échange de données, mais dans lequel il y aura un modèle indirect, il va améliorer ses produits, mieux connaître les usages in fine. On voit bien qu'il y a un modèle d'accès, tout à l'heure on a parlé d'ouverture des accès aux données, d'une donnée qui est aujourd'hui pas du tout régulée, même s'il y a un règlement en Europe sur la protection des données non personnelles. Bon, c'est un règlement très très peu connu qui est arrivé après le RGPD, et dans laquelle la plupart des entreprises ne connaissent même pas le début du sujet, n'ont pas conscience de ces possibilités-là. Et donc, on voit que, c'est l'objet de mon propos, c'est dans ce témoignage, c'est à la fois, on voit qu'il y a des opportunités dans les modèles économiques à trouver sur la donnée. Et le deuxième pan, avant de parler des difficultés du sujet, le deuxième pan, c'est finalement, on voit des entreprises s'organiser entre elles. Et d'ailleurs, pas que des entreprises. Prenons le cas dans l'exemple dans l'agriculture française, une structure de droit privé a été créée par des représentants du monde agricole français, donc Chambre d'agriculture, coopérative agricole, Institut technique de recherche publique, ont mis en commun des moyens pour créer une infrastructure d'échange de données dans lequel eux-mêmes, leur modèle économique, ce n'est pas la valeur de la donnée échangée, mais c'est déjà de créer on va dire un cercle d'accès aux données, à la fois pour se protéger des GAFA ou d'acteurs qui pourraient venir collecter la donnée. Et là, je parle de données industrielles, la donnée d'un machinisme agricole, par exemple, dont on sait que certains sont capables de la revendre aux brokers de matières premières sur les marchés financiers, donc directement impacter les revenus de l'agriculteur. Donc on voit bien qu'une profession, une filière, des filières peuvent s'organiser elles-mêmes pour gérer, pour gouverner l'accès à la donnée, se les échanger entre elles, pas forcément y associer un modèle économique direct, peut être indirect sur l'accès à ces plateformes. Donc avec toute une diversité de nouveaux modèles qui sont créés sur ces données. Le troisième exemple, c'est le cas ce qu'on appelle les villes intelligentes. Alors c'est un grand mot, mais finalement, tout à l'heure, on a parlé d'objets connectés. Effectivement, l'arrivée massive d'objets connectés déployés par les opérateurs privés qui sont là pour gérer les infrastructures des villes, réseaux de transport, réseaux d'eau, infrastructures liées à l'habitat, à l'énergie, etc. On voit bien que là, cette fois-ci, dans cet exemple, ce sont les acteurs publics, les pouvoirs publics, qui ont un rôle à jouer dans l'accès, la circulation de ces données, aussi bien entre les entreprises de leur territoire. Donc là, on voit bien l'intérêt, c'est de favoriser directement l'activité économique sur leur territoire en facilitant l'accès aux données, donc en comprenant mieux comment optimiser une politique publique, mais aussi comment faciliter l'économie sur leur territoire, et puis s'en servir comme un élément d'attractivité. Parce que finalement, si un territoire a de la donnée, ça peut permettre à un industriel qui va s'implanter de mieux comprendre s'il va pouvoir le faire, s'il pourra se développer dans ce nouveau territoire. Donc ce sont des grandes catégories d'exemples. Peut-être, puisque c'était la question aussi que vous m'aviez posée, la question des éventuelles difficultés et des freins, la première, c'est savoir que c'est possible. Et donc il y a un gros sujet d'information et de pédagogie. Je crois qu'il y a des travaux qui sont en train d'être menés au niveau de l'État pour aider et accompagner notamment les PME, les ETI sur ces sujets-là, qui sont extrêmement nouveaux, mais qui elles aussi ont un rôle à jouer sur la distribution et l'accès aux données. Donc ça, le premier rôle, c'est les accompagner, ces entreprises. On peut s'inspirer d'ailleurs de ce qu'a fait la Corée du Sud, qui a choisi 10 secteurs industriels clés dans lesquels elle fait émerger des plateformes d'échange de données, donc avec du financement public et des acteurs privés qui construisent ces plateformes d'échange de données et qui donnent des éléments qui motivent la demande, entre guillemets, en attribuant aux PME et aux startups des moyens financiers pour elles-mêmes acquérir ces données. Donc en stimulant la demande pour que l'offre vienne
et pour que des écosystèmes se créent sur chacune des verticales industrielles de la politique publique. Donc ça, il y a des exemples, ce serait intéressant de discuter, de les reprendre. Le deuxième point sur les sujets sur lesquels il y a encore à travailler, c'est qu'on le voit bien, les réglementations, en tout cas en Europe, on a une grande réglementation sur la protection des données personnelles. Sans doute des choses vont se construire sur les données industrielles, mais on vit dans un monde qui est connecté, nos entreprises exportent aussi à l'étranger, donc tout de suite se pose la question de l'adéquation entre régulations. Le Japon aussi a une réglementation sur la protection des données. D'autres pays en Europe, d'autres pays dans le monde, s'inspirent du RGPD. Et les principes du RGPD, comme le principe de responsabilité, peut s'appliquer aussi à des données non personnelles, c'est-à-dire identifier bien qui va fournir la donnée et identifier bien qui va l'acquérir. Et donc ça va nécessiter, c'est mon troisième point, le fait qu'il y ait des infrastructures elles-mêmes de circulation de la donnée. Et on met dans notre société dans ce sujet-là. À terme, il va falloir les identifier, ces acteurs tiers de confiance. Quand c'est un acteur public qui devient tiers de confiance sur les échanges de données sur son territoire, quand c'est un opérateur privé qui le fait dans un secteur d'activité ou qui le fait pour le compte de son entreprise, peut-être il y a un champ de réglementation. Alors, je le dis, et souvent les chefs d'entreprise sont souvent opposés à ça, mais là je le dis dans l'autre sens, en disant plus on créera des cadres de confiance pour que les entreprises puissent échanger et accéder à la donnée, plus on se rapproche de ce qu'ont fait les marchés financiers depuis un siècle, c'est-à-dire créer des règlements qui définissent les règles du jeu pour les opérateurs de ce nouveau marché de l'économie de la donnée. Et donc je voulais terminer sur cette ouverture qui je trouve est très en lien avec le colloque du jour. Merci. Merci beaucoup. Je crois que s'il y a un objectif qui est atteint, c'est la diversité des points de vue qui ont été effectivement formulés. Je me disais, en ayant jeté un œil sur tous ces différents droits qui sont là-bas, que peut-être dans quelques dizaines d'années, il y aura un livre de plus qui s'appellera « Droit des données », s'il n'y a pas encore beaucoup de droits des algorithmes. Mais je pense que les gens, aussi bien si vous avez des questions parmi les intervenants ou dans la salle ou sur Internet, je pense qu'il vaudrait mieux commencer par là, si c'est possible. Oui. Alors, en ce moment, on vit quand même une guerre réglementaire, on va dire. Aussi bien, il y a vraiment c'est géopolitique. On voit bien donc le cas de Criteo par rapport à Facebook. On a vu aussi le cas de TikTok. Donc c'est vrai que la data, on la réglemente beaucoup. On est en ce moment dans une ère où il faut se transformer, il faut accélérer la transformation, il faut sécuriser la donnée en elle-même, parce qu'il y a beaucoup de cyberattaques. Donc effectivement, c'est l'idée de réguler, je trouve que c'était une bonne chose. Et effectivement, le principe de la régulation se base sur le stockage dans le pays. Ça existait déjà en Russie, ça existe aussi en Chine, etc. Donc nous aussi, de notre côté, en Europe, on a créé donc Gaia-X, donc, qui permet effectivement de gérer l'interopérabilité, tout ce qui concerne effectivement la portabilité des données. Et donc, ça peut être un des outils, mais c'est vrai que je rejoins ce qui avait été dit. Pour les petites et moyennes entreprises, etc., c'est un peu compliqué en ce moment de se digitaliser. Pour les grosses structures aussi, qui sont avec des systèmes d'information qui sont complètement hétéroclites. Donc la régulation, oui, mais effectivement, après, il faut quand même laisser effectivement la possibilité à nos entreprises européennes d'avoir la capacité effectivement de pouvoir se positionner dans cet espace, que ce soit l'espace des plateformes, ce que disait Criteo, et effectivement la possibilité d'aller plus vite, de aussi fluidifier et rendre la réglementation plus efficiente donc, dans nos processus. Donc je ne sais pas, voilà ce que vous en pensez. J'ai pas trop senti la question, mais s'il y a des réponses. Non, mais justement, quel est votre point de vue sur le fait qu'il faudrait peut-être rendre la réglementation plus claire et plus fluide pour effectivement permettre la transformation digitale et l'accélérer? Déjà, il n'y a pas d'obligation de localisation. Au contraire, il y a dans le règlement sur les échanges de données personnelles, il y a quelque chose qui interdit aux États membres de créer ce type de contraintes, même si on voit que la chute des décisions sur
le Privacy Shield crée de fait une barrière temporaire avec certains pays tiers. Et d'autre part, j'ai l'impression, pour ce que je peux en appréhender, que tout ce que la Commission travaille à faire sur le cloud, c'est à la fois de fixer un cadre d'usage qui permette de structurer une industrie européenne en la matière dont la taille s'est plutôt réduite, et qui aussi essaie de réduire les asymétries entre des PME clientes et des grandes entreprises mondiales en la matière, notamment s'agissant des clauses abusives qui limiteraient la réversibilité. Et ce n'est pas forcément créer des couches considérables de réglementation supplémentaire, mais c'est parfois rendre accessible ou cristalliser des éléments d'autorégulation, et c'est agir sur des outils qui sont essentiellement contractuels. Est-ce qu'il y a des... Je ne sais pas, oui, allez-y, pardon. Et puis peut-être après Internet, si... Oui, il y a des questions effectivement en ligne. Alors il y en a deux. Une première qui s'adresse sans doute à Monsieur Jam, qui a été peut-être partiellement répondue déjà, mais de quel accès aux données de Linky disposent les fournisseurs d'énergie? Qu'en font-ils concrètement? Et puis une deuxième question un peu plus large. Pensez-vous qu'il soit nécessaire de légiférer pour organiser un accès forcé aux données d'intérêt général détenues par les entreprises? Merci. Donc sur l'accès des fournisseurs aux données Linky, le principe est vraiment simple. Ils ont accès à tout ce qui est nécessaire à la facturation. Donc toutes les données mensuelles, c'est mieux qu'avant, mais c'est quand même très très grossier. Ça, ils l'ont d'office, de façon à pouvoir facturer chaque mois, même le consommateur qui n'est pas intéressé par rien. Tout ce qui est au-delà, c'est consentement express du client. Et donc ça génère une certaine complexité par certains endroits un peu kafkaïenne, puisqu'en fait ce sont les opérateurs de réseau, donc là en l'occurrence sur l'électricité c'est Enedis ou les petites ELD, qui doivent vérifier que le fournisseur qui lui a dit j'ai le consentement de tel client a bien ce consentement. Et donc, alors ça ne peut pas se faire automatiquement, sinon on va freiner l'ensemble du système. Donc ce qui se fait, c'est qu'ils font des audits ensuite, ils vérifient, un côté kafkaïen, savoir quel est exactement le consentement, à quoi, comment, est-ce que le client a bien été informé dans le détail. Donc il y a tout un équilibre à trouver entre permettre au client qui le souhaite d'avoir l'information rapidement, de changer de fournisseur s'il a envie de façon efficace, et le fait qu'effectivement il y a bien un consentement explicite de la part du consommateur. Ensuite, ce qu'ils en font, ils en font des offres innovantes. Il y a tout un tas d'offres qui se développent, notamment il y a des offres prix week-end, des offres spécialisées sur les véhicules électriques, des offres super creuses où entre 2h et 6h du matin, vous avez la moitié, en gros, le prix est divisé par 2. Voilà, donc ces choses-là existent. Elles restent encore marginales parce qu'aujourd'hui, ce qui marche vraiment, c'est les offres vertes et les offres prix fixes. Mais quand on dit marginal, c'est 35 millions de clients, c'est quelques centaines de milliers. Ça reste, ça se développe de cette façon-là. On espère bien que ça se développera plus, qu'on ira plus en avant. Mais aujourd'hui, la coupe est à moitié pleine. Peut-on dire qu'on exploite vraiment le potentiel des compteurs évolués? Non, pas pour l'instant, et on espère bien que ça sera le cas d'ici dans les prochaines années. Sur les données d'intérêt général, alors c'est en partie un des sujets de la table ronde suivante sur l'accès asymétrique aux données, mais peut-être que mon voisin a une idée sur la question. Je voudrais juste répondre en revanche sur la question des entreprises publiques. Les données des entreprises chargées de mission de service public, leurs documents, ils sont accessibles depuis la loi de juillet 78, en principe, dans la loi d'origine. La loi République numérique de 2016 a posé le principe, pour toutes les bases de données publiques, dont celle-là, d'un accès dans des formats interopérables, etc. Est-ce que ça se passe effectivement? C'est une autre question. Et c'est tout l'enjeu de la directive PSI 3 sur la réutilisation de l'information publique, qui doit être transposée en 2021 et qui vise à rentrer dans le dur de ces questions d'interopérabilité et de mise à disposition des formats effectifs. On peut le faire
parce qu'il s'agit de services publics qui sont... Alors je ne sais pas si on les rattache tout à fait au principe constitutionnel qui vient d'être posé, mais cela procède de la même idée générale. La question après de l'extension de ce genre de contraintes à d'autres champs de données est une autre affaire qui dépend de périmètres qui peuvent tenir à la dominance ou à plutôt un partage organisé et volontaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Voilà, celle-ci c'est la mienne. Oui, je prendrai. C'est peut-être davantage pour Monsieur Lemery. Donc là, vous avez mentionné le fait que les navigateurs, notamment Google, allaient commencer à limiter la collecte des cookies tiers, donc très prochainement, en tout cas dans les 2 années qui viennent. Une question un peu globale par rapport à ça, c'est, vous avez répondu peut-être un peu vite sur la question en parlant du fait que la publicité exclusivement contextuelle, sans utilisation de données personnelles, était plutôt utopique. Mais donc Google, notamment à travers l'initiative Privacy Sandbox, a pu essayer, enfin en tout cas essaye de proposer un modèle un peu alternatif. Est-ce que chez Criteo, vous investiguez les possibilités de pouvoir soit collecter différemment, soit de réaliser des ciblages un peu prédictifs sans données personnelles? Écoutez, je vous remercie pour la question, parce que ça va me permettre de vous expliquer un peu les axes de réflexion de Criteo aujourd'hui. En fait, oui, bien sûr, non seulement nous étudions sérieusement la proposition de Google de cohorte. Effectivement, c'est de la publicité par ciblage par groupe de quelques centaines, je crois même milliers d'utilisateurs qui auraient les mêmes centres d'intérêt. Ça s'appelle Turtle Dove, la proposition de Google. C'est une réflexion que Google a développée au sein de W3C, qui est un organisme de standardisation aux États-Unis. Criteo a décidé de s'impliquer dans ce groupe de travail et a fait une contre-proposition, pas une contre-proposition, une proposition qui vient en complément de Turtle Dove, s'appelle Sparrow, que je vous inviterai à regarder, qui essaie de voir comment on peut commencer à faire du ciblage dans cette dimension-là. En fait, on a 3 axes de réflexion actuellement sur la publicité. Le premier, c'est comment faire de la publicité ciblée au niveau de l'utilisateur en dehors du cookie, ou avec le cookie d'ailleurs, ou en dehors. Deuxième axe, c'est effectivement faire de la publicité au niveau des cohortes, ces groupes d'intérêt. Et ça, on est très actif dans la réflexion qui se passe dans le fameux Privacy Sandbox de Google au sein de W3C. Et troisième axe, la publicité contextuelle. Voilà, alors évidemment améliorée avec la puissance des algorithmes Criteo et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais la publicité contextuelle, c'est ce que je faisais il y a 20 ans dans ma start-up. Mais c'était la préhistoire de l'Internet. Effectivement, donc aujourd'hui, c'est évolué, mais c'est quand même, c'est pas... Comment dirais-je? Comment vous donner un exemple? C'est pas parce que vous êtes en train de regarder un site sur Londres qu'on va considérer, avec la pub contextuelle, on va considérer que vous êtes intéressé, chambre d'hôtel, billet d'avion, billet de train pour aller à Londres. La publicité ciblée, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'en fiche que vous soyez en train de regarder le site sur Londres. Par contre, on sait que hier, vous avez regardé la petite paire de chaussures rouges sur le site de Cdiscount et que vous n'avez pas complété votre intention d'achat, et c'est ça qu'on va faire. Donc c'est pour vous montrer que les 2 axes sont possibles, mais en termes de pertinence déjà pour l'utilisateur, parce que si on a déjà acheté son billet d'avion, ça nous embête de se faire harceler par des pubs pour des billets d'avion, et de pertinence et d'efficacité. Donc voilà, et c'est la limite du contextuel par rapport au ciblage au niveau de l'individu. Monsieur Lafay, je crois que je ne vous ai pas donné la parole. Non, c'était... Moi, si vous pouvez aussi... J'avais une question à vous poser qui était au fond, est-ce que vous avez des concurrents? Si oui, qui? Ou est-ce que votre problème, c'est plutôt d'élargir votre marché? C'est deux sujets très liés. Effectivement, quand un marché grandit très vite, nous-mêmes devons grandir très vite. Et face à nous, quand on a démarré en 2015, c'était uniquement des startups aux 4 coins du monde.
Et aujourd'hui, on est face à deux géants américains, l'un qui a été cité tout à l'heure, qui fait du cloud aux États-Unis et qui a une technologie qui pourrait se rapprocher de la nôtre, et puis une autre société américaine qui vient d'être valorisée 70 milliards de dollars lors de son intro en bourse à New York. Donc on va dire qu'il y a des géants, et du coup votre question est en lien aussi avec la réponse qui était faite sur les données d'intérêt général détenues, qui pourraient être collectées par les entreprises. Effectivement, vous l'avez rappelé, Monsieur Ollier, dans le cadre de la loi République numérique, il y a des choses déjà qui sont très précises sur ces sujets-là. Lorsque les entreprises ont une relation contractuelle avec une collectivité territoriale, un acteur public, se pose la question, quand vous avez un nouvel acteur de la mobilité qui n'a pas de relation contractuelle avec la collectivité locale sur laquelle il va peut-être déployer ses objets de mobilité, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui peut s'appliquer ? Je ne suis pas juriste, je ne peux pas répondre à ça, mais on voit bien que le rôle des acteurs publics, notamment des collectivités territoriales, peut prendre un terrain de jeu sur qu'est-ce que je peux définir comme cadre. Par exemple, vous prenez Singapour, ils ont défini très précisément combien ils voulaient avoir de trottinettes en ville, combien d'acteurs devaient être présents à Singapour pour proposer des trottinettes en libre-service. Donc on voit bien que... Alors Singapour est un autre modèle de société et de gouvernance, j'en conviens. Mais on voit bien que les pouvoirs publics peuvent rejouer leur rôle en redéfinissant précisément les règles quand de nouveaux acteurs arrivent et finalement de nouvelles formes de collecte de données arrivent. Donc voilà, il y a aussi, on est dans une matière extrêmement mouvante sur le droit, sur le rôle des acteurs publics. Et je pense qu'en tant que tiers de confiance, ils ont aussi un rôle à jouer aussi bien avec les acteurs privés déjà installés qu'avec les nouveaux entrants. Voilà. Oui, je rebondis un peu sur ce que vous aviez dit à la fin de votre intervention, en soulignant qu'au fond, vous soulignez ce modèle où finalement on avait réuni les acteurs de filières industrielles pour créer en fait des systèmes de gouvernance, de partage de données. Parce qu'effectivement, le sentiment qu'on a, c'est pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à réguler puisque ça n'existe pas en fait. Les marchés n'existent pas. Et pourtant, il y a des enjeux majeurs. Alors, on voit que dans la mobilité, par exemple, effectivement, sous l'impulsion des pouvoirs publics, parce que la mobilité, c'est très organisé par les pouvoirs publics, voilà. Mais dans d'autres secteurs, en fait, c'est plutôt les acteurs privés qui devraient s'auto-organiser pour créer en fait des systèmes d'échange de données, etc. Par ailleurs, ça a une cohérence parce que les besoins en type de données, les besoins de coordination sont extrêmement hétérogènes. Et donc, au fond, ce qu'il faudrait avant tout promouvoir, c'est la gouvernance plutôt que la régulation à ce stade, de systèmes, d'écosystèmes en fait, de gestion des données pour gérer des écosystèmes justement et créer de la valeur. Et voilà, enfin c'est en même temps peut-être que ça appelle à des réactions de votre... Oui, il y a deux piliers au sujet. Il y a la confiance. Et donc pour créer les conditions de la confiance, il faut qu'il y ait un cadre. S'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de confiance, personne ne vient. Donc il n'y a pas de marché, ou en tout cas il n'y a pas de lieu où les choses peuvent se passer. Notamment quand on parle d'échange de données entre concurrents, par exemple, tout simplement, qui est le tiers de confiance. Alors que les concurrents, vous prenez des sujets dans la santé, les concurrents ont besoin d'échanger des données, mais ils ne peuvent pas le faire directement pour des enjeux qu'on comprend bien. Et puis ensuite, il faut expliquer que malgré tout, des initiatives sont en train d'émerger et que la France et l'Europe peuvent avoir un rôle de leadership aussi sur ces sujets-là. Donc il faut faire la promotion de ces initiatives. Elles sont naissantes. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'agriculture. Il y a des sujets dans l'agroalimentaire, dans le tourisme. Donc on voit bien qu'à chaque fois, ces sujets-là, ils ont un enjeu à l'échelon du territoire. Ce sont des activités qui créent de l'emploi localement. Et on voit qu'il y a d'énormes enjeux parce que jusqu'à présent, leurs données étaient captées par des sociétés qui n'étaient pas françaises ni européennes et qui créaient elles-mêmes des modèles économiques qui les dépassaient. Donc c'est en jouant sur ces deux aspects de la chose qu'on pourra avancer, je pense. Ok, je voudrais d'abord remercier les différents participants pour la diversité et la qualité des interventions. On a vu qu'on était effectivement à l'aube de quelque chose d'incroyablement divers et
et sur lequel il faudrait continuer à travailler. Je dois dire que, indépendamment de cet aspect, moi, il y a quelque chose qu'a dit tout à l'heure François Lemery qui m'a frappé, même si je le savais déjà, c'est quand il a rappelé que le seul acteur économique qui a été capable de chiffrer ce que coûterait à la presse la disparition des cookies, c'était Google. Et ça, pour moi, en termes de dépendance, je trouve ça assez fascinant comme dépendance. Et d'une certaine façon, ça va bien avec ce que nous disait tout à l'heure le vice-président, en disant que le Conseil d'État s'interrogeait pour avoir ses propres moyens d'analyse. Je pense qu'il faudrait que l'ensemble des entreprises prennent conscience du fait, ou des organisations, que si elles ne maîtrisent pas les données de leur propre vie économique, il y a des vrais risques. Bien, je propose de laisser la place à nos successeurs et nous sommes dans les temps.